Daniel Morin, merci beaucoup d'être là, vraiment, ce soir. Oui. Vous êtes père de Jean-Christophe Morin, oui. Victime présumée de Dornal-le-Landais. Alors nous sommes avec Jean-Christophe Morin, il a disparu en 2011. Aujourd'hui, sa famille en est persuadée, Dornal-le-Landais est impliqué dans ce drame. Ce dossier fait partie de la quarantaine de dossiers de cold case étudiés par une cellule spécialisée de la gendarmerie pour déterminer l'implication ou non de Dornal-le-Landais. En 2011, dans quelles circonstances a disparu votre fils Jean-Christophe? Alors Jean-Christophe est parti avec des camarades. Il avait quel âge? 22 ans. D'accord. À peu près, ouais, 22 ans. Il est parti donc à une fête au Fort-Tamier, ouais. Une teuf, ou je ne sais pas trop comment ils disent. Et puis là-bas, c'était la fête pour tout le monde, donc ils se sont plus ou moins séparés. Et quand ils ont voulu repartir, ils l'ont un peu cherché, ils l'ont pas trouvé. Après, c'est tous entre potes, il y en a qui sont rentrés. Et puis lui, au bout de 4 jours, ma fille Adeline s'est dit, mais attends, on n'a pas de nouvelles, il est où là? Et à partir de ce moment-là, on n'a jamais plus de nouvelles. Il a disparu. Alors au départ, pendant la fête. Et vous ne l'avez plus jamais revu? Ah non. Quelles sont les premières pistes des enquêteurs au départ? Ils disent quoi? Qu'il était parti de sa propre volonté. Donc elle n'a pas été prise au sérieux, la disparition. Non, pas du tout. Pas du loin que comme le caporal, qu'ils ont tout de suite tout déclenché. C'est ça. Ouais. On en est loin là. Ouais. Vous n'avez jamais cru à la thèse de l'accident? Alors, moi, je pensais qu'il était parti. En vérité, j'étais en déni tout au début. Vous vous êtes dit, il va revenir un moment? Oui, je pensais qu'il était peut-être parti dans un autre pays, ailleurs. Pourquoi pas, après tout. Ce qui m'étonnait, c'est qu'au bout de 8 mois, il n'est pas téléphoné, alors qu'on n'était pas fâchés, rien du tout. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est qu'un an plus tard, écoutez bien, cette histoire, elle est folle, un autre homme va disparaître pendant le même festival, Ahmed Amadou, en 2012, un an après, et c'est ce qui va vous mettre sur la piste d'un tueur en série. C'est-à-dire que là, on s'est dit, attention, hein, et en font deux, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai appelé donc la maman, tout ça, tout au début. Tout au début, c'était un peu froid, parce que pourquoi il me téléphone ce mec-là, à la rigueur, hein, ouais. Donc, et puis, petit à petit, quand même, on s'est dirigé vers la gendarmerie, qui nous a dit que c'était un concours de circonstances. Ah oui, d'accord. Voilà. Concours de circonstances. Et puis, on a fait Nous, on est partis, justement, cette année-là, c'est aberrant, parce que pendant qu'Ahmed disparaît, moi, avec des amis, on avait pris une tente, on avait fait 3000 tracts, et on a mis des tracts sur toutes les voitures, on en a distribué à tous les gamins, là-bas, et si ça se trouve, comme je disais, ça pas très rigolo, mais si ça se trouve, on a même mis un tract sur la bagnole à la Vendée, quoi. Alors, vous enquêtez, vous trouvez une vidéo du festival en 2012. Oui. Où vous pensez apercevoir quelqu'un ressemblant à Dornal-le-Landais. Regardez. Alors, vous, Oli Pori-Santoro, est-ce que vous pensez que c'est Dornal-le-Landais, ça, qui était à cette fête? Je sais pas. Je peux pas. D'accord. Vous savez pas, vous avez enquêté là-dessus? Oui. Alors ça, c'est pas ma vidéo, par contre. Parce que j'en ai fait une aussi, et on voit bien sa main. On la voit en bas là. Il a une bague carrée. Ouais. Et quand on le voit, ce gars-là en tout cas. C'est vrai. Et quand on le voit sur d'autres photos, il a la bague carrée au même doigt, la même main. C'est vrai. C'est quand même aberrant. Et puis moi, je fais un appel à témoins, même encore aujourd'hui. Le monsieur qui est là, si c'est pas le Landais, mais qui téléphone, qui nous appelle, qui dit mais c'est, ou alors quelqu'un qui le connaît, ce monsieur appelle et dit mais non, c'est pas lui. Vous l'avez déjà fait ça et personne n'a. Alors personne n'a appelé pour une bonne raison. C'est que le mec qui est là, il est en tôle en ce moment. Donc pour vous, c'est Dornal-le-Landais. C'est quand même fou parce que c'est vrai qu'il soit au festival. Ouais. Là, c'est incroyable c'est incroyable que ce soit vous qui fait l'enquête quand même, Daniel. C'est quand même incroyable ça. Excusez-moi, hein, Gilles. Il n'y a qu'en 2018 qu'une plainte a été reçue pour enlèvement et séquestration. Avant, rien. C'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'il était parti, pas eu d'enquête, rien. Et c'est l'obstination de la famille, les documents de la famille, qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a sans doute une proximité avec Dornal-le-Landais. Sans vous, monsieur, il n'y aurait rien. Votre fils, on n'aurait plus jamais entendu parler. C'est surtout Adeline qui a fait tout le boulot. Oui. On était un peu derrière, et là on prend la relève parce qu'elle n'en peut plus. Ah ouais. Mais incroyable. Le dossier avait été refermé, Monsieur Morin, je crois que le dossier avait été refermé en 2013. Hein. Voilà, absolument. Absolument. Alors, et après, on a appris un peu la trajectoire de votre fils, je ne sais pas si vous le saviez, mais enfin, les années de galère à Paris, puis il a été vivre chez votre fille, chez Adeline. C'est-à-dire qu'il était à Saint-Chéron avec nous. Bon,
quand même, les copains qu'il avait aux alentours, c'était un peu chaud. Oui, c'est ça. Donc Adeline a bien voulu le prendre sous sa coupe là-bas à Salanches. Bon, on peut pas dire que c'est vraiment très bien réussi, mais après, il a été libre dans une voiture, je crois, près du lac. C'est ça, près d'un lac d'Annecy. Oui, voilà, il était assez marginal, mais ça, c'est pas arrivé n'importe comment aussi. Oui. Il avait un petit travail dans un restaurant, et vu ce qui se passe en ce moment, on vire les premiers arrivés, les derniers arrivés. Donc il est parti du boulot. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de travail pour tout le monde. Il n'est pas parti parce qu'il travaillait mal. Hein. Attention. Oli Pourri-Santoro, aujourd'hui, il y a le procès de Nordal-Lelandais qui démarre. C'est quoi le profil psychologique de Nordal-Lelandais, vous qui avez beaucoup travaillé sur lui? C'est un fou furieux, mais il sait ce qu'il fait. D'accord. C'est-à-dire, moi, j'ai parlé pendant 2 heures hier avec son ex-copine en date. D'accord. On lui a montré une vidéo du soir de la disparition du caporal Noyer. On le voit surgir à la boîte de nuit. Il savait exactement, précisément où étaient toutes les caméras. Il était en survêt avec une capuche sur la tête. Et il tournait la tête dès qu'une caméra était braquée sur lui. Il savait très bien ce qu'il faisait. Elle m'a dit il ressemblait à un lion, à un prédateur en quête de sa proie. D'accord. Donc moi, ça fait 3 mois maintenant que j'enquête jour et nuit sur lui. Et j'ai découvert pas mal de choses. S'il n'avait pas été inquiété pour le meurtre de la petite Maëlys, il aurait continué, vous pensez, son parcours criminel? Parce que c'est vrai que c'est ça qui a été le déclencheur. Je vous parlais tout à l'heure de l'ex de Nordal-Lelandais. Une semaine avant la disparition de la petite Maëlys, elle me révèle qu'elle a voulu porter plainte pour menace de mort. D'accord. Elle est arrivée au commissariat, la police a refusé de prendre sa plainte, prétextant que Nordal est un mec bien. Ah ouais. Voilà, ça c'est factuel, ça je vous le révèle, ça c'est pas sorti. Hein. C'est incroyable. Ça, mais c'est ce qui est sorti de mon entretien de 2 heures hier avec l'ex-copine en date de Nordal. Donc des choses comme ça, il y en a plein, malheureusement, dans ce dossier. Il y a quoi d'autre? Pas tout vous dire, les spectateurs nous rejoignent là. Aujourd'hui, on est à peu près certain qu'il est impliqué dans plus de 2 meurtres. Voilà, dans 2, c'est sûr. Plus de 2, c'est sûr. Dans 14 affaires. Ouais, ça, non, mais 2 meurtres, c'est sûr. Voilà. Après, il y en a combien des affaires? Ça, je peux pas vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'était pas seul. Ah oui? Ah oui. C'est-à-dire qu'il a baigné dans un environnement propice à tout ce qui est survenu. Donc il avait des complices? Oui, il fréquentait une club de boxe dans laquelle il y a des pédophiles notoires, dont des gens qui ont été condamnés, dont un qui a été condamné pour 4 agressions sur mineurs et qui a bénéficié d'un simple bracelet. Et il y avait aussi d'autres gens, il y a un autre type qui violait sa fille, qui a enfanté sa fille, qui a couché sous X. Et ça, des exemples comme ça, je vais les dévoiler très bientôt pour le deuxième numéro de l'envers des affaires. Oui. Des exemples comme ça, il y en a à l'appel, des témoignages, j'en ai à l'appel. Ça cache beaucoup de crasse, tout ça. Mais c'est fou. Nordal, c'était un soldat. Ouais. Un soldat, ça reçoit des ordres. Bien sûr. Qui les donne? Exactement. Ah, vous pensez qu'il était téléguidé? C'est un pion? Ouais. C'est un soldat. Mais la police, exactement comme pour Fourniret d'ailleurs. Fourniret, ancien soldat à qui on a appris à tuer et qu'on relâche dans la nature. Et voilà ce que ça donne. Qui servait de Nordal-Lelandais pour lui faire... Nordal-Lelandais, à la base, c'est un dealer. Ouais. Il est connu pour ça dans son bled. Oui, accro à la cocaïne, en plus. Oui, c'est un vendeur. Ils vous disent quoi, ses proches, à Nordal-Lelandais? Je peux pas. Il faut que je fasse très attention à ce que je dis parce que sinon, je vais me réveiller avec une plainte demain. Mais sa famille n'est pas très nette dans l'histoire. Mais est-ce que la police le sait, ça? J'espère. En tout cas, c'est la moi j'ai beaucoup de choses que je m'apprête à révéler avec Carl Zéro. On est en face d'un des plus grands tueurs en série français pour vous? Vous savez, il y a des cas de destruction de preuves aussi dans cette affaire. Ouais. Ah oui. Beaucoup de cas. Vous pensez que l'affaire Nordal-Lelandais, elle est bien plus importante? C'est pas l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de tout un groupuscule. Non. C'est pas du tout. Vous dites que c'est un isolé. soldat. Vous pensez qu'il y a des gens de l'armée qui sont impliqués dedans? Moi, je pense, oui. Mais il a été viré. Vous pensez, oui, c'est incroyable. Il a un ami du 13e BCA, justement, comme le caporal Noyer. Donc, est-ce que ça, c'était pas, par exemple, un règlement de compte? Ah, bien sûr. Pour le caporal Noyer. Mais ça, des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Mais moi, j'aimerais insister sur la destruction de preuves de la part des gendarmes eux-mêmes. Et ça, des exemples comme ça, j'en ai eu plein. Quoi le sac de Jean-Christophe qu'on a retrouvé au Fort Tamier, on a appris il y a quelque temps qu'il avait été détruit parce qu'au bout d'un certain temps, les preuves, il les garde pas. Alors à l'heure actuelle, on a les nouvelles informations qui disent qu'avec l'ADN, on va de mieux en mieux, on trouve de mieux en mieux. Ils auraient peut-être pu réétudier le sac et essayer de trouver justement la petite gouttelette qui traîne toujours là où il faut pas. Le nom, ça risque pas. Là, maintenant, c'est fini. Le sac, il est détruit. Incroyable. Et puis rappelez-vous du Ils nous ont même pas demandé si on voulait le récupérer. Rappelez-vous de la gendarmerie qui a été incendiée et contenant tous les scellés sur l'affaire Maëlys. Bien sûr. Voilà, ça a été revendiqué par un soi-disant groupuscule anarchiste, féministe en plus, et tout le monde a pris ça pour argent comptant. Mais incroyable.